Ah purée, qui m'appelle à cette heure-là? Oui, allô? Ouais Chad, c'est la merde. Et Benjamin, ton cousin, il a complètement pété les plombs. Comment ça, il a pété les plombs? Ouais, il veut pas suivre le script de son épisode, du coup c'est un peu compliqué, il est parti dans le poulailler du voisin faire son propre épisode, attends je te l'envoie. Bonjour, mesdemoiselles! Connaissez-vous les Digimon? Hier soir, j'ai eu une révélation. En regardant le film de Digimon, j'ai compris que c'était l'œuf qui naissait avant la poule, et de l'œuf sort une nouvelle créature. Donc, si les Digimon naissent dans des Digi-œufs, ça veut dire qu'une poule a d'abord pondu l'œuf. Imprégnez-vous de cette image dominatrice. Pondez pour moi mon Digimon guerrier. Ah! Magnifique! Vous pondez mon premier Digimon guerrier! Oh! Rebonjour! Allez-vous pondre un futur Bordramon pour moi? Allez! Pondez-moi le Digimon! C'était Benjamin Edouard. Mais what the Ah, salut les otaku! Et ceux qui ne sont pas encore! Et bienvenue dans l'Ota Critique! Cette semaine, on va parler de Godzilla et des Kaiju Ega. Le kaiju, ou kaiju ega, est un genre de film japonais qui signifie littéralement « film de monstres ». Les kaiju désignent des monstres généralement d'une taille colossale, causant le plus souvent le chaos et la destruction autour d'eux. Contrairement aux monstres occidentaux désignés comme des forces du mal, les kaiju japonais sont désignés comme des forces de la nature face auxquelles l'homme est poussé dans ses derniers retranchements et qu'il doit combattre. Ces films sont par ailleurs très reconnaissables par leurs nombreux effets spéciaux et leur côté très plastique qui en rebutera certains, mais qui donnera un aspect attachant pour d'autres, comme pour moi. Le genre du kaiju ega s'est développé dans les années 50 dans un Japon marqué par les débouchés de la Seconde Guerre mondiale et par le chaos de la bombe de Nagasaki ainsi que la bombe d'Hiroshima. Suite à ce traumatisme, principalement influencé par Hiroshima, un réalisateur japonais va créer une œuvre qui marquera le Japon et le monde entier dans les décennies à venir. Ce réalisateur se nomme Ishiro Honda. Il se fera d'abord connaître au début des années 50 en ayant réalisé des documentaires et des films tels que The Blue Pearl ou de son vrai titre Aoi Shinju, ainsi que Taeyo no Washi, plus connu en Occident sous le titre Eagle of the Pacific. Il réalisera donc en 1954 ce que beaucoup jugeront comme son chef-d'œuvre, Godzilla, ou de son vrai nom Gojira, dont le nom sera repris par le groupe de métal français du même nom en 2001. Godzilla sera le premier d'une longue série de films cultes, ainsi que le tout premier kaiju. La créature de Godzilla, dans les fondements de son histoire, représente le traumatisme lié à Hiroshima et aux bombes atomiques et nucléaires. En effet, au-delà d'Hiroshima, le film fut réalisé suite à la crainte face aux nombreux essais atomiques des États-Unis, dont l'essai de la bombe Baker en Micronésie en 1946 et l'essai nucléaire Bravo en 1954, qui inspira la crainte de beaucoup à l'époque et qui marqua suffisamment l'esprit de Honda pour créer Godzilla, une créature ancestrale sous-marine autrefois vénérée, qui suite à des attaques nucléaires sur cette dernière, a absorbé la radioactivité et a ainsi décuplé sa taille et sa force. Son fameux rayon nucléaire vient justement de son absorption de la radioactivité nucléaire et a en partie inspiré une attaque de celle de Dragon Ball, qui donnera par la suite naissance au fameux mème de I'm a fire in my laser. Donc, au-delà de ça, une seconde version du premier film de Godzilla a vu le jour, dénommée Godzilla King of the Monsters, qui modifiera certains éléments de montage et rajoutera également un personnage principal, un reporter américain joué par Raymond Burr. Oui, il faut bien l'exportation occidentale pour que ça soit bénéfique, sinon c'est pas drôle. Après quoi, une suite a vu le jour en 1955, sous un autre réalisateur, un certain Motoyoshi Oda, qui réalisa Le Retour de Godzilla, qui mettra en scène un tout nouveau Godzilla, ainsi que le premier affrontement de Godzilla face à un autre kaiju, Anguirus.
Anguirus est décrit comme un redoutable prédateur mesurant plus de 100 mètres et pesant environ 3000 tonnes. Il serait muni de 5 cerveaux, un premier au crâne et 4 autres au niveau de chacun de ses membres, afin de répartir la puissance de chacune de ses parties du corps et les rendre plus énergiques. Il apparaîtra dans de nombreux autres films, dont Godzilla vs Mechagodzilla et Godzilla Final Wars. Par la suite, de nombreux autres kaijus feront leur apparition, et presque chacun d'entre eux affronteront Godzilla. Ces kaijus sont Mothra, la phalène géante, qui est l'un de mes kaijus préférés au passage, Rodan, également l'un de mes préférés, Batra, le rival de Mothra, King Ghidorah, qui donnera naissance à un groupe de métal japonais du même nom, Gamera, Barugon, l'ennemi juré de Gamera, Gigan, Biolante, Kiryu, à ne pas confondre avec Mechagodzilla, Gyaos, Zedus, Destroya, qui a conduit Godzilla à la mort, Megaguirus, Daimajin, le géant de pierre, dont l'aspect ambigu tente à le confondre avec un Metal Hero, Légion, Edora, Iris, connu pour être le kaiju le plus ambigu et le plus mystérieux, et j'en passe. Ah, et contrairement à ce que certains pensent, Manda n'est pas un personnage exclusif à Naruto. C'est un kaiju qui est apparu pour la première fois dans le film Atragon de Eiichiro Honda. Manda étant l'un des kaijus préférés de Masashi Kishimoto, l'auteur de Naruto, ce dernier l'a repris dans son manga. Certains se demanderont d'ailleurs si certains monstres occidentaux tels que King Kong, Anaconda et le mégalodon des dents de la mer sont des kaijus. Eh bien, par définition, oui. King Kong et Anaconda étant de très grande taille et représentant d'une certaine manière la loi de la jungle et sa férocité, tandis que le mégalodon représente le côté dangereux et mortel de la mer, d'où son nom les dents de la mer, ces derniers sont plus ou moins des kaijus occidentaux. Par ailleurs, une série de jeux vidéo de combat de kaiju et de Godzilla a vu le jour, et parmi eux se trouvent les jeux Destroy All Monsters Melee, Domination, Save the Earth, Kaiju Daikessen, et Unleashed, qui à mon sens est le meilleur jeu de kaiju et surtout le mieux fourni en termes de nombre de kaiju présents dans l'opus. Le genre de kaiju Ega, par ses nombreux effets spéciaux, ses personnages grandioses et son univers donnera naissance à un genre dérivé, le Tokusatsu. Mais ça, nous le verrons dans le prochain épisode de l'Ota Critique. Pour revenir sur l'aspect technique des kaiju, les films de kaiju japonais se sont retrouvés divisés entre deux grandes sociétés de production de films. La première étant la Toho, qui regroupe notamment les kaiju Godzilla, Mothra et j'en passe, tandis que la société Daiei regroupe notamment Gamera, Gyaos, Barugon et d'autres. Bien qu'au final, un bon nombre de kaiju des deux sociétés se retrouveront mis en scène dans des films communs, les faisant s'affronter entre eux le plus souvent. Cependant, cette semi-division des productions de kaiju donnera indirectement naissance à trois grandes ères dans les productions de kaiju, en raison de changements générationnels de films et des évolutions de situation économique de ces sociétés de production. Bien que les dates de ces trois ères varient en fonction des deux sociétés, ces dernières se croisent et peuvent établir une certaine chronologie, et se retrouvent en parallèle à deux grandes ères de la société japonaise. La première ère est appelée la Showa, à ne pas confondre avec un événement marquant qui aura fait débat en début d'année. L'ère Showa s'étend entre 1954 et 1980. La seconde s'appelle l'ère Heisei, et s'étend de 1984 à 1999. Elle succède à l'ère Showa suite à la violente crise du cinéma japonais entre 1975 et 1984, dont la crise du jeu vidéo fera également partie. Et la troisième se nomme l'ère Shinsei, qui signifie renaissance, plus connue en Occident sous le nom de l'ère Millennium, qui s'étendra de 1999 à 2006. Les kaiju comptent pour la plupart un certain nombre de versions alternatives, dont Mecha King Ghidorah, Fire Rodan, Armor Mothra, Eternal Mothra, Lightspeed Mothra, Mechagodzilla et Space Godzilla. En observant ce nombre de mechas parmi les kaiju, on pourrait se demander si un mix entre mecha et kaiju serait justifié. C'est en effet le cas entre les affrontements de robots géants tirés de Sentai japonais face aux kaiju, car oui, les créatures géantes que les Sentai affrontent sont par définition des kaiju. Mais on peut également noter le cas de Pacific Rim qui appliquera le tour de force d'allier les thématiques des kaiju en les appelant par leur nom d'origine japonais, et celle des mechas avec une forte aspiration d'Evangelion dans le cadre de la connexion du pilote avec son mecha. Cependant, bien que selon moi le film a plus ou moins réussi cet exploit bien que difficilement, il est à mon sens terni par quelques défauts, aussi bien scénaristiques que dans la mise en scène peu subtile à mon sens, et un poil vulgairement parlant trop hollywoodien dans sa structure à mon goût, bien qu'en effet c'est tout de même un bon film. On notera également la présence des Shobijin, deux prêtresses fées jumelles capables de prédire de nombreux événements liés au kaiju et dotées de pouvoirs de télépathie. Elles sont intimement liées à Mothra, et de nombreuses peintures dans l'antre des Shobijin présentent les combats entre différents kaiju, dont le mythique combat entre Mothra et son opposé Batra. Elles sont même capables d'invoquer Mothra par leur chant, comme en témoigne cette vidéo.
qu'est-ce que tu regardes? Chut. Ah, pardon. Poétique, n'est-ce pas? Il existe également certains projets de kaiju qui n'ont jamais vu le jour, dont Gamera vs Garasharp, Mecha Gamera et Godzilla vs Griffon. Hey, Chad! Mais qu'est-ce que tu fais là, Kali? Je t'ai pas invoqué que je sache. Ouais, non, je m'en fiche. Je voulais intervenir parce que tu viens de commettre un crime odieux à l'égard des kaiju. Ah ouais? Et lequel alors? Tu n'as pas raconté l'histoire de Godzilla, imbécile! Pourquoi il y a Godzilla dans le titre, sinon? Oh mais c'est bon, j'en ai parlé au début, je suis allé à l'essentiel, qu'est-ce que tu veux de plus? Bon, laisse-moi faire vu que tu n'es pas fichu de faire ton travail comme il faut. Mais non, c'est bon, je vais la raconter. Pas besoin que tu casses les oreilles des gens avec ta voix d'esprit loufoque là. Hey! Surveille tes paroles! Bref, dans le retour de Godzilla, une certaine controverse existe entre savoir s'il s'agit bien du Godzilla du premier film, de 1954, revenu à la vie après avoir été vaincu, ou d'un tout autre Godzilla, comme un fils de ce dernier par exemple. Après avoir affronté Anguirus, il affrontera de nombreux autres kaiju dont Mothra, Rodan, Biollante et King Ghidorah. Au fil de ces combats face aux différents kaiju, Godzilla arborera la figure d'un monstre protecteur, sans réelle mauvaise intention, et finira par faire la paix avec Mothra. Il n'est alors pas vu comme l'incarnation du chaos causé par Hiroshima et les armes atomiques et nucléaires, il est vu comme la séquelle marquée par ces bombes destructrices, luttant pour que le chaos ne persiste plus. Il affrontera également Mechagodzilla, une arme créée afin de le vaincre, mais il vaincra son rival mécanique et il aura par la suite un enfant, Godzilla Jr., qui sera élevé par Godzilla sur une île du Pacifique dénommée Birth Island. Birth Island a par ailleurs inspiré l'île du même nom dans Pokémon Emerald. L'existence de Godzilla, bien que devenu pacifique, semble troubler un futur plus ou moins proche de notre société. C'est pourquoi des membres du gouvernement japonais ont voyagé dans le temps pour revenir dans le passé, avant la création de Godzilla, afin de prévenir des risques que l'existence de la créature peut induire, et du danger qu'une bombe nucléaire pourrait provoquer en tentant de le tuer avec. Cette créature est alors appelée Godzillasaurus. Il ne présente pas une taille aussi imposante que le Godzilla d'origine, bien que déjà très grand, et ne possède pas ses pouvoirs liés à la radiation nucléaire. Godzillasaurus sera vaincu et sa dépouille conduite dans le Pacifique. Cependant, un sous-marin nucléaire détruit s'écrasera sur la créature, et donnera de nouveau naissance à Godzilla. Cette théorie d'ailleurs coïncide étrangement avec la version de 2014 de Godzilla, en plus d'autres détails bien qu'ambigus. Bref, pour revenir à la continuité de l'histoire de Godzilla, un événement particulier aura lieu. Après le violent combat entre Godzilla et Biollante, Mothra emportera la dépouille de Biollante dans l'espace pour se débarrasser du corps portant les cellules de Godzilla sur lui, qui seront en partie absorbées par un trou noir, dont un centre d'énergie à l'intérieur donnera naissance à une version redoutable de Godzilla, le Space Godzilla. Après un combat difficile face à Godzilla, Space Godzilla sera vaincu, après une combinaison de forces de frappe massive entre la force de Godzilla et les armes humaines. Après quoi, le Dr Serizawa créera des micro-organismes mutants génétiquement modifiés, les Micro-Destroya, qui grâce au micro-oxygène s'enfuiront du laboratoire et se développeront pour fusionner entre eux dans la mer et devenir le Destroya. Ce dernier sortira des mers pour attaquer Godzilla Jr. Destroya se transformera de nombreuses fois durant son combat pour finalement atterrir dans une centrale chimique qui le transformera en une forme ailée du Destroya, manquant de tuer Junior.
Godzilla intervient donc pour sauver son fils, alors que le Destroya évolue dans sa forme finale. Les humains de leur côté emploieront une arme spéciale, le chasseur X3, qui permettra de geler la créature tandis que Godzilla déploiera toute sa puissance pour se jeter sur le corps gelé de Destroya afin de le détruire. Cependant, en procédant ainsi, Godzilla mourra. Cependant, Junior absorbera l'énergie de son défunt père et se mettra à grandir soudainement, devenant une sorte de nouveau grand Godzilla, puis s'en ira dans les eaux profondes pour retourner sur Birth Island, tandis qu'à l'avenir, il devra réaffronter de nombreux kaijus dans le film Godzilla The Final Wars, et devra affronter le monstre X, qui se transformera en Kaiser Ghidorah. Comme quoi, l'univers des kaijus et de Godzilla est aussi vaste que bien fourni. Pour parler plus en détail des kaijus, beaucoup penseront qu'il s'agit là d'un univers uniquement destiné aux enfants, en raison de l'aspect plastique des créatures et des films. Cependant, il n'en est rien. Les kaijus, comme en témoigne Godzilla, sont la métaphore de catastrophes ou d'éléments destructeurs pour les sociétés humaines, qu'elles soient naturelles, technologiques ou économiques. Le film The Host est un très bon exemple en ce sens. Le film est réalisé par le sud-coréen Bong Joon-ho en 2006, le réalisateur du génialissime Snowpiercer. Son film nous présente un monstre de la taille d'un camion, habile et affamé, qui dévore tout sur son passage. Ce monstre est en réalité une métaphore de la présence des forces militaires américaines sur le sol sud-coréen, ainsi que du système économique qui dévore les plus faibles, qui tombent dans ses filets, mais qui est trop habile pour être rattrapé. Le fait est que le gouvernement ne tente rien contre la créature, alors que ce ne sont que des gens modestes, mais qui ont tout perdu par ces ravages, qui en feront les frais, et qui tenteront bien que difficilement de lutter contre la créature. Les scènes d'attaque de la créature surviennent le plus souvent quand il est question d'argent. Elle garde également des proies en réserve en vue de les dévorer par la suite. De plus, le film fait souvent référence à la présence des forces américaines en Corée du Sud, dont l'introduction qui se passe dans une base où une petite fille a été tuée par le passage d'un camion militaire qui se fichait de la présence de l'enfant sur sa route. Le film ne cesse de faire des références directes ou indirectes à des faits réels liés aux méfaits commis par la présence militaire américaine en Corée du Sud, ainsi que des membres de l'armée qui parviennent à entretenir une certaine collaboration avec les membres du gouvernement sud-coréen, afin de les manipuler et les forcer à agir dans leur sens. On remarquera également la dénonciation de l'utilisation des gaz et des rejets toxiques que les États-Unis opéreront sans se soucier des risques que cela induit pour les populations coréennes. En somme, le monstre témoigne de l'horreur qu'a apporté la présence américaine sur le sol sud-coréen et ses manipulations, ainsi que du système en général dont l'aspect malsain fait que beaucoup de gens en meurent, mais s'y accrochent même à un fil. On pourra également noter Manda dans le film Atragon, qui témoigne de la force sombre des abysses, qui empêche les hommes de découvrir la totalité de ses fonds, par sa violence et la pression qu'elle exerce, pouvant ainsi effrayer un bon nombre de personnes. Batra témoignera quant à lui de la violence de la nature, tout comme son car design, nous montrant une corne qui rappelle des cornes d'animaux, et les épines des plantes, d'où le fait que Mosura, qui témoigne au contraire de la beauté de la nature, demeure son opposé. Rodan, quant à lui, représente à la fois les ouragans et sa version de Fire Rodan, les avions de guerre partant bombarder des populations. King Ghidorah, quant à lui, représente la cupidité, l'avarice, la force malsaine exercée par la richesse et l'argent, ainsi que leur ravage, d'où son nom King et son apparence de dragon d'or, symbole de la cupidité extrême et de sa violence. Gamera, quant à lui, symbolisera la protection de par sa volonté de protéger les humains, sa carapace et sa capacité à absorber la chaleur, pour la rejeter sur ceux qui osent l'utiliser à des fins néfastes. Cet aspect protecteur de Gamera inspirera notamment l'aspect attachant et protecteur du petit dragon du film Dragon Ball Z, Thalès et l'arbre sacré. Destroya, quant à lui, représente le chaos et la destruction qui gagne en puissance. Le plus étonnant de ces kaijus demeure Iris, dont les origines, aussi mystérieuses que ses intentions destructrices, symbolisent en fait notre société, aux réactions étranges et aux tentacules prêts à manipuler ses membres, et à tout détruire de manière méthodique. Tout ce travail, sans spoiler, je l'ai justement retrouvé dans le film de Godzilla de 2014, le tout en introduisant plusieurs détails, en référence aux autres kaijus, et en respectant le car design original de Godzilla, le travail d'un film de Godzilla, et bien plus encore, dont des plans magnifiques témoignant d'une certaine poésie de la destruction, comme dirait si bien Durandal. Le tout en parvenant à lier de manière osée mais plutôt réussie un aspect occidental à l'aspect d'origine de ce type de film. Rien qu'en réussissant ce coup de maître qui n'est pas facile, certes ça ne sera pas le meilleur kaiju Ega pour autant, mais moi, je dis respect. Franchement.
Les kaijus sont donc des métaphores de ces nombreux éléments néfastes pour les sociétés humaines et sont loin d'être juste de simples créatures au design particulier et infantile, car leur chara-design sert le plus souvent à accentuer les propos liés à leurs symboles. À vous de découvrir ce que représentent les kaijus que vous regardez, et si leurs films parviennent à défendre correctement leurs propos, aussi bien dans leur narration que dans leur mise en scène. Vous trouverez ainsi le kaiju qui vous correspond.